Dauphiné a toujours mal au bras et cela m'a frappé lorsqu'il est arrivé envahi par une nuée de photographes et de caméramens à la visite médicale. Il était un peu bousculé et immédiatement il a touché et protégé l'intérieur de son bras droit. Faire un bon temps, Baden-Cook. Hein. Baden-Cook, protégé de Marc Madio à la fdjeux.com. Avant le dernier virage, taquinera pas Emar Zubeldia, mais il va pour un prendre sprinter, une bonne place. On voit encore un qui va se battre ardemment pour la conquête du maillot jaune dans les jours qui viennent. Ça va être chaud dans les sprints. Ardemment, c'est le mot en ce qui concerne Cook. Vaillamment, ardemment, on va pas dire méchamment, il n'est pas méchant. Un Australien il qui défend sort sa place. Un Australien qui sort du bouche, contrairement à ses compatriotes qui viennent tous de la ville. 25e Baden-Cook pour l'instant, Zubeldia toujours en tête, les meilleurs Français. Gaumont en 13e position, Flickinger en 15e position, Jean-Patrick Lazon en 16e position pour l'instant. Il en trouve Thierry Ador. Vient de dire, c'est Pierrick Fedrigo vient de dire, quelle horreur. Pourquoi? Ouais, quelle horreur, parce que c'est un parcours assez difficile avec des pavés, c'est dur. Surtout après la bosse, c'est dur d'amener du braquet et on a du mal à trouver le rythme. Bon, c'est vrai que c'est un faux plat descendant, mais bon, il faut amener du gros braquet, il faut avoir la puissance et je pense que sur un parcours comme ça, c'est assez difficile de faire des gros écarts. Votre frère jumeau, 10 ans derrière, hein, Laurent Jalabert, votre idole, disait pour les jeunes, il faut se lâcher, enfin, il faut pédaler, il faut évacuer la pression, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Prologue du Tour. Je veux dire, les prologues, je suis pas un spécialiste des prologues, mais aujourd'hui, j'ai voulu tout donner parce que c'est un parcours où je peux m'exprimer parce qu'il faut amener un peu de braquet et c'est vrai que quand il faut amener un souplesse, je suis pas au mieux, donc j'espère avoir fait bon temps. On regardera cette heure avec la chance que je ne l'ai pas en tête et en tout cas j'ai la confirmation que Laurent Jalabert ne dit pas de bêtises. Merci Pierrick. Et pourquoi dirait-il des bêtises, Laurent? On se le demande, Thierry. On se le demande. Petaki qui n'a pas fait un super temps là. Hein. Non, 8-0-1. C'est étonnant, ouais. Est-ce qu'il est réellement motivé j'espère, je pense que oui, mais peut-être pas aussi en forme que ce que l'on peut imaginer au départ du tour. Roberto Heras, le lieutenant de Lance Armstrong dans la montagne, dossard 2 de ce Tour de France. C'est un vainqueur du Tour d'Espagne. Totalement dévoué, comme toute la formation US Postal, Berry-Fleur évidemment, au leader américain. Pour l'instant, les coéquipiers d'Armstrong, Peña toujours 2e derrière Zubeldia et Ngapi toujours 4e du classement provisoire. En ce qui concerne Petaki, c'est un peu comme pour Zabel, hein. Son leader c'est Ivan Basso. Si la Sassa Bortolo aussi est placé Basso à l'avant, il n'a pas non plus trop intérêt à faire de gros efforts, donc à défendre un maillot jaune dès le début. On a peine à le croire, mais Laurent Lefebvre, que vous voyez ici, plein cadre, est l'un des visages les plus souriants du peloton. Il est en plein effort. Il a toujours le sourire qui lui barre le visage. Laurent Lefebvre, vainqueur d'étape sur le Dauphiné à Chambéry cette année. Roberto Heras, 2e du récent Tour de Catalogne, dominé par un coureur surprenant, Pecha Roman, notre espagnol. La garde bleue d'Armstrong, le patron, le boss Armstrong lui-même dit qu'elle est au moins aussi forte que l'an passé. Il y a d'ailleurs un seul changement par rapport à l'équipe de l'an dernier. C'est Manuel Beltran, autre grimpeur espagnol qui a rejoint la cohorte américaine. Laurent Dufaux au départ. Avec une équipe Alessio qui tiendra la route sans aucun doute dans la montagne. Avec Noé, on l'a vu, avec Cauchioli, avec Dufaux. Et Pelizzotti. Avec Franco Pelizzotti. Qui est un jeune espoir italien. 3 fois tout à l'heure, Laurent. Jean-Paul Olivier le faisait remarquer 3 fois avant le départ. Il faut pas en oublier une, on ne sait jamais. Non, mais c'est un jeune espoir italien qui marche très très bien. Ils ont Baldato aussi pour les sprints. Hein. Baldato qui marchait bien en début de saison. Ce sont toutes les équipes viennent autour avec leurs meilleurs éléments. Donc ils essayent d'avoir
dans la première semaine des sprinters pour amener quelques places. Voilà un spécialiste quelques aussi. victoires. Ouais, c'est un spécialiste Uwe Péchel. Alors lui, quand il sourit, il ressemble à Popeye. C'est exactement Popeye, Uwe Péchel. Ah, je sais quand pas il s'il a sourit. mangé les épinards, mais On va le s'il savoir les a mangés, ça dans va aller environ vite. 7 minutes. Le vrai spécialiste du contre-la-montre, Uwe Péchel, ancien vainqueur du Grand Prix des Nations. C'était il y a 2 ans, champion d'Allemagne du contre-la-montre. L'an passé, Et il est parti double décidé. vainqueur des hein. Nations d'ailleurs. Il est parti très décidé. On voit souvent dans l'attitude du coureur au départ, s'il part pour faire un temps ou s'il part pour faire la distance simplement. Il y a une petite différence, la tension sur le visage, la façon de descendre de la rampe et de lancer son vélo. Et quelquefois on part décidé, mais on s'éteint vite aussi. Hein. Surtout quand le départ est en côte comme ça. Un départ comme ça, en principe, au bout de 5 à 700 mètres, on sait déjà si on va être dans un grand jour ou alors dans un jour de galère. Chavanel. Sylvain Chavanel parlait de ses grands progrès contre la montre tout à l'heure avec son premier succès dans l'épreuve de vérité lors du circuit de la Sarthe. C'était au mois d'avril. Sylvain qui a eu du mal ces derniers temps dans ses performances, terriblement marqué par le décès de son ami Fabrice Salançon. Mais qui apparemment marche très bien. Et c'est vrai qu'il a... On le lui souhaite. Oui, bien sûr. Il a un petit souci psychologique en ce moment. Il faudrait qu'il arrive à l'extérioriser, même si c'est difficile. Sylvain Chavanel avec ce maillot des Brioches La Boulangère, donc ces manches blanches créées spécialement pour le Tour de France, on vous le disait, pour éviter de les confondre avec les maillots de l'équipe italienne Saeco. C'est tout en danseuse là, hein, avec un gros braquet. Je pense que s'il y avait un point intermédiaire en haut de la côte, à mon avis, il est parti pour faire un temps en haut de la côte. Eh ben, on souhaite que vous ayez raison, Laurent. On va regarder ça, non pas en haut de la côte, on n'aura pas le point intermédiaire, mais on l'aura à mi-course après 3 km de 100. Le problème, c'est de partir fort, ça c'est une chose, et ensuite il faut s'en remettre et pouvoir embrayer et réaccélérer juste après la montée. On le disait tout à l'heure, et dans les longues lignes droites, la première moitié du parcours, un vent légèrement favorable, et le final, c'est là que ça devient dur, le vent est légèrement contraire, toujours sur des lignes droites, ce qui rend la progression des coureurs très difficile, et les plus puissants sont ceux qui marquent la différence à cet endroit-là, ou qui faiblissent pour les plus faibles. Du haut de ces 300 mètres, la Tour Eiffel vous contemple, le Champ de Mars, l'école militaire en haut, le Trocadéro en bas, si, mais nous le voyons, nous ne le verrons pas pour l'instant. Et c'est autour de cette Tour Eiffel, donc, avec vous, le village du Tour de France, vous le voyez exactement sous la Tour Eiffel, le pont d'Iéna, ce sont les premiers mètres de ce prologue du Tour de France, avec, vous le voyez, de nombreux spectateurs massés part et d'autre sur les trottoirs et la rampe de lancement. Une rampe de lancement qui sera inaugurée d'ailleurs pour le contre-la-montre par équipe, celle qui existait au Tour d'Espagne autrefois. Ça permettra d'avoir les 9 coureurs côte à côte. Et l'ancien champion du monde, Roman Svensteins, est au départ. Svensteins sacré à Plouay en l'an 2000 en Bretagne. Lui, Champion du monde. Il n'est pas parti pour faire un temps. Hein. On voit la différence. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il vise le maillot vert. Et, Mais ils pas trop de points au Ouais. début quand même. Hein. Pas avant la 3e étape. s'en Au mieux. Ils s'en foutent complet du départ. Mais... Isidro Nozal, le jeune de la 11C qui avait été excellent l'année dernière. On l'a pas vu au départ, mais il devait être motivé au départ. Oui, Hein. parce qu'il va faire un montant. Il va faire un meilleur temps que l'ami Weinstein. Cette formation, on le sait, toujours groupée. L'an passé, 2e, 5e, 6e du tour au classement général. Et pourtant, une course en dedans, sans peser sur la course. Un peu comme la formation Télécom. Et on souhaite que pour ce tour du centenaire, eh bien, il y ait un peu de folie. Un peu d'aventure, un peu d'audace pour tenter au moins de contester la suprématie de Lance Armstrong. Il se retourne, Isidro Nozal, il est pour l'instant 27e. À 18 secondes de Zubeldia, toujours en tête de ce prologue du Tour de France. Alors Igor Astarloza est au départ. Jeune espagnol qui découvre le Tour. C'est Inigo Chaoro, qui est de sa famille, qui l'a fait venir chez Vincent Lavenu. C'est lui qui a remporté le Tour Down Under cette année, des premières épreuves du calendrier en Australie. Laurent Dufaux. Il a toujours une très belle allure contre la montre, hein, Laurent Dufaux. Alors on va faire un petit point des sprinteurs. C'est Jean-Christophe Ronquello qui me transmet ces informations. Zubeldia, on le disait, toujours en tête pour l'instant. Polak étant 12e position
à 13 secondes du leader. Ensuite, il y a Jean-Patrick Nazon, même si Jean-Patrick, avec beaucoup de modestie et peut-être de lucidité aussi, disait « Moi, je ne suis pas dans le premier rang des sprinters, je ne peux pas me considérer aussi bien que les autres ». Ensuite, c'est Baden-Cook, avec 5 secondes de retard sur Polak. Et puis, un peu plus loin, Fred Rodriguez, à 8 secondes de Polak, Olaf Polak, un Allemand qu'on connaît peu en France, mais qui est un redoutable sprinter. Moi, que je connais très bien, il a fait beaucoup de courses par chez lui en Allemagne. Il y a des courses, on dira, d'importance moyenne, mais une pointe de vitesse plus que raisonnable. Il a souvent battu Eric Zabel au sprint, un très très bon sprinter qui découvre le tour et qui devrait nous surprendre, je pense, dans les sprints. Ils ont quelques bons sprinters comme ça en Allemagne qui sont dans des équipes de deuxième division, donc on va pas pas souvent, mais il y a des Schweda ou Radoschla aussi, sont des garçons qui sont rapides, mais bon, malheureusement, ils sont des équipes de deuxième division, on ne les voit pas beaucoup dans les courses françaises, connues tout au moins. Maintenant que Leroy Steiner est en première division, on les retrouve sur le tour et on s'en réjouit. Le spectacle sera intéressant. K0. Qui est là pour épauler Jan Ullrich dans la montagne, l'ancien vainqueur du Tour d'Espagne. Il avait été étincelant dans ce Tour d'Espagne. Étincelant et à la dernière seconde, Bernard, parce que oui, c'était joué le dernier jour. Le dernier jour, oui, il devait rattraper, pas rattraper, mais il avait dépassé Sevilla dans le contre-la-montre, assez fortement d'ailleurs. Je ne sais pas si Sevilla s'en est vraiment remis depuis d'ailleurs. Hein. Pas réussi grand-chose de bon depuis 1 an et demi. Laurent Dufaux. Il a dit tout à l'heure qu'il avait une belle allure, mais avec le temps, il a perdu un peu d'efficacité, Laurent. Mais c'est un battant, lui aussi. Hein. Oui, et puis son terrain, c'est la montagne. C'est pas ce style de parcours. Malgré tout, il fait un bon temps. Hein. Thierry Adam, vous êtes avec Laurent Lefebvre. Dieu merci, vous avez retrouvé votre sourire, parce qu'en partant, il paraît que vous l'aviez pas, Laurent. C'est exceptionnel. Je suis toujours un peu stressé la veille du départ du Tour de France. C'est le prologue, c'est une épreuve très stressante où il faut vraiment se concentrer énormément. Et bon, c'est vrai que j'étais concentré sur mon sujet. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu stressé, mais là ça va mieux. Satisfait des 6 km 500 que vous avez fait aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que les prologues, c'est toujours une épreuve vraiment difficile où il faut se donner au maximum. Mais bon, ouais, je suis satisfait, j'ai donné mon maximum. Le temps, je sais pas trop, mais bon, ça va. Merci Laurent. On sent que les grosses pointures approchent. Il y a de plus en plus de micros autour de moi. Hein. Oui, les grosses pointures approchent. On voit Lance Armstrong qui s'échauffe. On a vu partir Stuart O'Grady dans son maillot de champion d'Australie. Et que Lance Armstrong précisément désignait comme un rival extrêmement dangereux pour ce prologue du Tour de France autour de la Tour Eiffel. Uwe Peschel, il est 14e à 15 secondes de Zubeldia qui a vraiment fait un truc. Alors que Paolo Bettini, dans son beau maillot de champion d'Italie, est sur la rampe de lancement. Et qui s'était blessé dans Gand-Wevelgem, qui avait dû faire une croix sur les classiques belges de printemps, où il brille désormais régulièrement. Et le voici revenu en pleine forme. C'est de bon augure pour le Tour, en souhaitant qu'il soit là pour animer la course et non pas pour préparer les classiques de fin de saison. Bettini, c'est un coureur qui a énormément de classe et qui peut nous régaler dans la montagne et dans les étapes de moyenne montagne. Bernard et Laurent, je crois entendre une douce voix encore derrière Stuart O'Grady. On va essayer de l'écouter un peu derrière le champion d'Australie. Les encouragements de Roger Leget. Sylvain Chavanel va être loin. Sylvain à l'arrivée de ce prologue. 70e, 74e, un peu plus de 30 secondes de Zubeldia. Et l'on retrouve O'Grady. Armstrong le disait effectivement, à son sens, l'un de ses rivaux principaux sur ce prologue. O'Grady, il a intérêt à faire un bon temps parce qu'il peut reprendre des bonifications. Son équipe peut faire un excellent temps dans le contre-la-montre par équipe, donc il peut espérer prendre le maillot jaune et le garder jusqu'à l'étape de Morzine. Sandy Cazard, l'un des jeunes prometteurs du cyclisme français,
vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse, devant Kim Kirchen, le luxembourgeois. Bernard, il se trouve qu'un de vos amis luxembourgeois hier vous racontait l'anecdote, parce que pour l'anniversaire de Kirchen, que Cazard a battu au Tour de Suisse d'une manière incroyable, il était échappé, Sandy Cazard, le peloton est revenu, il s'est fait dépasser par Kirchen. Kirchen s'est dit, Cazard, il est complètement cul, il va jamais me battre. Cazard l'a redoublé. Eh bien, le cadeau d'anniversaire offert par les luxembourgeois à Kirchen, battu par Cazard, c'est un casque avec des rétroviseurs. Et Cazard qui a fait 13e du Tour d'Italie. Hein. Ça, c'est une performance aussi qu'il faut souligner. Ça veut dire que sur 3 semaines, c'est un coureur qui est capable de faire quelque chose d'important, de bien. Souhaitons qu'il ait bien récupéré de ses efforts du Giro, du Tour de Suisse pour ce Tour de France. En tout cas, c'est un coureur d'avenir. C'est ce qu'on attend hein, des jeunes Français. On sait bien que, bon, ils ne pourraient pas gagner le Tour, mais c'est qu'ils améliorent leur performance par rapport aux années précédentes. Sandy Cazard, espoir du cyclisme français, Gonzalez au départ et Sylvain Chavanel avec Thierry Adam. Oui, qui tente de récupérer, ce nous a dit, c'est vraiment dur, un peu déçu, 7 minutes 58 sur le 6 km 500, c'est peut-être un petit peu au-dessus de ce que vous espériez. Non, c'est un prologue. L'année dernière, j'ai mal débuté le Tour et j'étais de mieux en mieux. J'espère que cette année, ça fera la même chose. Je suis un petit peu mieux sur ce prologue que l'année passée. Donc pour moi, c'est le plus important. Ça vous a paru vraiment très difficile? Ouais, il faut se mettre dans le rythme dès le départ. Ça monte en léger faux plat sur des pavés. Donc il faut être dans le rythme de tout de suite. Et puis après, il faut pouvoir relancer derrière après la descente. Bon, j'avais un 54-11 en braquet. Je tournais sur le 54-12, 54-13. J'arrivais pas à emmener le 11. Mais je suis pas déçu. Vous pensez que c'est un terrain qui va convenir à votre coéquipier, désormais champion de France, Didier Rousse? Je pense que oui. C'est quelqu'un qui emmène beaucoup de braquets, qui a la force. Donc j'espère, là il est en très bonne condition et j'espère que sur le prologue il n'aura pas trop la pression mais qu'il va pouvoir gérer ça à sa façon. Merci Sylvain, on se retrouve bientôt. Merci. Nous avons vu arriver Mikel Astarloza, l'Espagnol d'AG2R Prévoyance. 5e temps à 10 secondes de Zubeldia. Performance remarquable de ce coureur espagnol de Vincent Lavenu qui découvre le Tour de France. Très très bien. Il a bien démarré le Tour. Il faut que ça continue. Paolo Bettini, sur qui l'on compte pour dynamiter le peloton, notamment dans les premiers jours, le nouveau champion d'Italie. Il a pris le virage extrêmement serré. Oui, il est passé un peu près. Oui. Là, oui, je pense qu'il s'est fait peur. Il a laissé la pédale en haut un tout petit instant pour être sûr de ne pas l'accrocher. Peut-être virer un peu plus large cette fois. Bettini, Bernard et Laurent, 10e au temps intermédiaire à mi-parcours à 4 secondes de Zubeldia. Ah ben lui, c'est vraiment pas un spécialiste du contre-la-montre, Bettini. David Moncoutier, il vient de gagner l'étape reine de la Route du Sud dans les Pyrénées par un col inédit, le Port de Balès. Il était le meilleur français du Tour l'an passé, il avait fini 13e. Et lui, c'est ce que veut dire courir, en tout cas rouler dans Paris, parce qu'il a habité un bon bout de temps à Paris, mais banlieue est, enfin banlieue est, dans la partie est, côté de Bastille et de Nation. Il est reparti dans le sud-ouest désormais, c'est sûrement beaucoup mieux pour pouvoir s'entraîner pour son métier de coureur cycliste professionnel. Il repart très motivé, David Moncoutier, enfin débarrassé de ses soucis d'allergie, de ses problèmes respiratoires de ces dernières semaines. Il a gagné le Tour de l'Avenir en 1994. Il a déjà gagné le Tour d'Espagne. Angel Casero, ancien vainqueur du Tour d'Espagne, ici pour aider Jan Ullrich dans le Tour de France. C'est ce maillot de la Bianchi renaissant. Un coureur comme ça, un coureur qui a gagné la Vuelta, être ici pour aider Ullrich. Comme Eras chez Armstrong. Oui. Non, je trouve que ça, bon, ça dévalorise un petit peu la Vuelta, qui est quand même une. Voilà un coureur qui est nouveau sur le Tour aussi. Danilo Di Luca. Et quand on parlait de mettre le feu avec Bettini, on peut aussi compter sur lui. Son surnom, DiCaprio, une belle gueule, souvent brillant, alors que Stuarto Gradi, dans son maillot de champion d'Australie, en termine. Il ne gagnera pas ce prologue, mais il va certainement réussir un bon temps. Il
comptait se placer pour aller vraiment conquérir le maillot jaune. Il l'espère dans les prochains jours. On fera le point dans un instant par rapport aux autres sprinteurs, car c'est important pour le maillot jaune des jours prochains, pas immédiatement pour le premier maillot jaune du Tour 2003. Spartogradi, 39e en 7 minutes 48, à 20 secondes de Zubeldia. 20 secondes, c'est pas beaucoup, hein. Une bonification à l'arrivée demain, c'est 20 secondes. Et les sprinteurs pour l'instant, donc Polak le meilleur, à 1 seconde Nazon et Kirsipou. À 3 secondes Baden Cook. À 5 secondes Spartogradi. À 7 secondes Fred Rodriguez. À 14 secondes Robbie McEwen. 16 secondes pour Eric Zabel. 17 pour Jimmy Casper et 18 secondes pour Alessandro Petacchi. Ça veut dire que tout le monde est finalement dans un mouchoir. Donc la première place pour l'instant, 7-28-26. Les sprinters font entre eux, font en quelque sorte un tir groupé là, dans ce prologue. Paolo Bettini se bat comme un petit lion. Il se fait mal. Je pense pas à demain. Vous vous rendez compte, il a perdu 15 secondes dans la deuxième partie du parcours. Comme la majorité des coureurs, ils faiblissent beaucoup sur la fin. Autrement dit, le contre-la-montre peut se perdre au début, mais il se gagne surtout dans les 2 derniers kilomètres. Sur la ligne d'arrivée, Thierry Adam avec Spartogradi. Et Stuart qui bien sûr pense cette semaine au maillot jaune, il a tout donné. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de mal à récupérer parce que c'était vraiment un parcours difficile. Vous avez fait un très bon chrono. C'est toujours mieux, mais bon, c'est très nerveux pour le prologue. C'est la Tour de France, bon, c'est le premier jour en attente pour le grand moment et bon, tout le monde va donner 100% et c'est le maximum. Ah, vous avez fait un bon temps parce que vous êtes dans les temps des autres sprinters et tout, ça promet pour les 2-3 jours qui viennent. Hein. Oui, c'était le gros objectif pour moi pour finir environ le 20 secondes de la meilleure temps. Comme ça va être le grand bagarre pour le sprint bonif, pour le maillot jaune. Vous avez 2 objectifs, le jaune d'abord, c'est la première semaine, et le vert à la fin sur les champs. Oui, ça c'est l'objectif. C'est jamais facile, mais bon, c'est toujours le même objectif. Bon, c'est une belle bagarre cette année pour le maillot vert. Merci Stuart. Avec le maillot d'Australie, champion d'Australie, vous avez déjà du jaune et du vert. Hein. Vous y êtes habitué toute l'année. Hein. Merci. Ça porte bonheur, dit-il. Alexandre Vinokourov, sa meilleure saison dans les classements, vainqueur de Paris-Nice, vainqueur de l'Amstel Gold Race, vainqueur du Tour de Suisse. Alexandre Vinokourov, terriblement marqué et meurtri par le décès de son ami Andrei Kivilev sur Paris-Nice, mois de mars dernier, qui lui a dédié ses victoires dans Paris-Nice, au Mont-Faron, puis ensuite dans l'Amstel Gold Race. Ça a tombé exactement 40 jours après le décès de son ami, et il paraît que dans leur pays au Kazakhstan, c'est le dernier jour où l'on salue les morts avant qu'ils partent vraiment. Et il a vraiment gagné pour lui, comme si là, il avait récupéré une force supplémentaire. Sandy Cazard, bouche ouverte, en train de chercher de l'air dans les derniers mètres. Il est sur la ligne, Sandy Cazard, 33e place, à moins de 20 secondes de Zubeldia. Et à plus de 50 km/h de moyenne. C'est pas mal, ouais. La moyenne est très élevée. Hein. Et en fait, il ne faut pas tellement regarder la place ni les écarts. Le second est déjà à 3 secondes et le troisième à 9 secondes. Donc il y a quand même des écarts importants. Héctor González, vainqueur du Tour d'Espagne l'année passée. Donc on attend beaucoup. C'est une énigme sur ce Tour de France. Sur le Tour d'Italie, il n'a pas été très bon. Il a gagné en contre-la-montre, mais on attend de lui qu'il soit devant le classement général ici sur le Tour. Il ne devait d'ailleurs pas participer au Tour de France, et c'est parce qu'il n'a pas vraiment réussi son Tour d'Italie. Il a sans doute été sermonné par Giancarlo Ferretti, qui je crois sait faire dans le genre, sermonner ses coureurs. Et donc il est ici au Tour de France. Là, il n'a pas pris de risque dans le virage. Hein. Il a perdu au moins 3 secondes dans le dernier virage. C'est un petit peu dommage, parce qu'il a quand même réalisé jusque-là un beau parcours apparemment. De l'équipe face à Bortolo et il termine en 7 minutes. 47e place. Oui, ça ne changeait pas grand-chose. 7-49. Vyacheslav Ekimov, les hommes de base de la formation US Postal Berry-Fleur de Lance Armstrong. Et un homme qui sait faire contre la montre. Champion olympique hein, du contre-la-montre. Ouais. Champion olympique à Sydney. Lui qui avait trusté les titres sur la piste. Dans les prologues, il se défend toujours bien. Il n'est jamais très loin. C'est vrai qu'il a été en garde bleu. Il a débuté sur la piste, hein, sur la poursuite, Ekimov.
Et il y a 1 an et demi, Bernard, il avait eu l'idée saugrenue d'arrêter sa carrière. Il est même devenu directeur sportif pendant quelques semaines. Ça n'avait pas duré dans la formation ITERA, formation russe. Et il s'est rendu compte en fait que la vie de coureur elle était quand même pas mal, elle était sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, que vous allez reprendre le vélo? Non, moi ça va très bien, mais je veux dire, quand on s'arrête, on se rend compte que finalement c'était pas si mal que ça. Donc non, je pense que s'il est revenu à la compétition, à l'âge qu'il a, c'est qu'il aimait encore beaucoup ça et qu'il s'est arrêté trop tôt. Après Salgan, l'homme de Pornichet, qui a eu maille à partir avec Lance Armstrong dans le Dauphiné. Armstrong l'a accusé d'avoir attaqué alors qu'il avait chuté. Et le Texan a de la mémoire. Il était allé le chercher dans l'étape qui se terminait à Briançon lorsque Algan avait tenté de démarrer. Et il faudra sans aucun doute qu'il soit diablement fort, Patrice, pour s'imposer dans une étape comme il l'avait fait si bien l'an dernier, cette étape pro, première victoire d'un Français, l'une des 2 victoires d'étape des Français l'an passé, avec Richard Virenque au Ventoux. Il peut espérer qu'Armstrong et son équipe seront concentrés surtout sur la victoire du Tour. Oui, ça leur fera oublier un petit peu les querelles passées. Oui, et puis Algan c'est un coureur qui est leader de son équipe, hein, unique leader chez Jean Delatour et qui court encore après une victoire cette année. On peut comprendre qu'il soit nerveux par moment et qu'il a attaqué ce jour-là, mais à mon avis, c'était bien évidemment pas parce qu'Armstrong était tombé. Il avait ignoré qu'Armstrong était au sol et c'est une coïncidence fâcheuse pour lui. Alexandre Vinokourov de cette équipe Télécom. On se pose des questions sur cette équipe Télécom. Vont-ils mettre le feu? Vont-ils rendre la vie impossible à Lance Armstrong? C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ce n'est pas vraiment ce qu'il faisait ces dernières années. Alors est-ce qu'avec Vinokourov, est-ce qu'avec l'imprévisible Bottero, ils vont pouvoir attaquer régulièrement, donner du piment à la course et menacer Armstrong? On le souhaite évidemment. Vous avez vu la cadence de pédalage d'Ekimov? Ça tourne, hein, ça tourne rond. Là. Même si on est dans la descente, ça fait une bonne cadence comme l'a réinitié en quelque sorte Lance Armstrong. A réappris à pédaler. David Rebellin, départ leader de l'équipe allemande, Gerolsteiner. Un très bon coureur hein, du peloton international, mais qui n'a pas souvent participé au Tour. C'est sa 2e participation seulement. Qui visera très certainement une victoire d'étape. C'est un coureur très malin, Il est malin, c'est un coureur complet, assez bon sprinter, redoutable quand même quand les arrivées sont difficiles. Mais il commence également à avoir de l'âge, notre ami Rebellin. Dans la ligne d'arrivée, Oscar Freire, l'ancien champion du monde, et avec Thierry Adam, David Moncoutier. Oui, David qui est presque chez lui, hein, même s'il habite plus à Paris. Il s'est beaucoup entraîné dans Paris, pas tout à fait sur ces routes-là. Satisfait de votre contre de ce prologue? Oui, bon, satisfait, je l'ai fait à fond. Bon, j'ai eu 2 sauts de chaîne parce que bon, sur les pavés c'était pas évident. Donc c'était pas trop un circuit non plus pour moi. C'est une mise en route pour le Tour et bon, voilà, j'ai fait le maximum aujourd'hui. Quelques conseils à David Millar avant qu'il parte ou pas? Bah, quelques conseils, faut être fort du début à la fin, un prologue c'est court et donc mais bon, il connaît bien le sujet et je pense qu'il va faire un truc là-dessus. Je pense que c'est très important pour l'équipe Cofidis ce prologue. Hein. Vous avez beaucoup parlé de ça depuis quelques jours. Oui, c'est vrai que ça peut être un des objectifs avec David Millar. S'il peut prendre le maillot, ça serait vraiment un tour qui débuterait très bien pour Cofidis. Donc on compte sur lui et on espère qu'il va pas avoir de problème et qu'il sera au mieux. Merci David. Juste un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas eu Sandy Cazard parce qu'il est allé donner sa roue avant à Bradley McGee parce que c'est une roue spéciale qui est en carbone. C'est pour ça, il est parti tout de suite lui donner. Merci pour cette précision Thierry. Sur la ligne, Vladimir Karpets en 5e position. Karpets, c'est un russe, c'est le plus grand du Tour, 1m93 comme Andy Flickinger, et c'est le plus jeune du Tour. Et il vient de faire une performance tout à fait remarquable. Il ne parle pour l'instant ni espagnol, ni anglais, ni français. Et Eusebio Unzue avait un peu du mal hier, son directeur sportif, à nous faire les traductions. Voilà un coureur qu'on attend dans la montagne pour donner la répartie à Lance Armstrong. Ivan Maillot. Il nous a animé le critérium du Dauphiné. Ah bah là, il a rangé son casque, visiblement. Il aurait mieux fait de ne pas en mettre. C'est obligatoire. Oui, il y avait d'ailleurs une recommandation de l'UCI d'avoir des casques protecteurs et non pas des casques profilés pour les contre-la-montre. C'est vrai, les casques de contre-la-montre sont pas sécurisants du tout, hein, c'est juste pour l'aérodynamisme.
Je me suis laissé dire que Laurent Jalabert était pour le port du casque. Je suis pour, évidemment. Ouais, je suis un peu surpris d'ailleurs qu'on n'ait pas eu encore un petit dessin de Bernard Chenez, mais à mon avis, il le prépare pour demain. Stefano Garzelli se signe 2 fois. Souffrait de maux de gorge ces derniers jours, ça va mieux désormais. Garzelli dominé par Simoni dans la montagne lors du dernier Tour d'Italie. Qui peut lui aussi, si tout le monde se ligue contre le super favori Lance Armstrong, peut éventuellement participer à créer un climat d'insécurité autour du grand favori du Tour. Ah, c'est bien là le problème, hein, pour arriver à trouver une ligue comme ça contre un leader. C'est pas facile à mettre en route ça. Le champion de France Didier Rousse, magnifiquement sacré dimanche dernier à Plumelec dans le Morbihan, 80 km d'échappée solitaire. Une course pleine de panache, une victoire qui a fait pleurer toute la formation La Boulangère de Jean-René Bernaudot et Philippe Rimbaud. Un succès dédié naturellement à leur ami Fabrice Salançon, décédé début juin. Et une équipe qui est donc repartie vers l'avant avec ce succès d'un homme ô combien solide, Didier Rousse. Même s'il s'était cassé la clavicule l'an dernier, il avait fini en revanche 11e du Tour il y a 2 ans. Il amène un très très grand braquet, hein, Didier, parce qu'il vient de sortir de la partie favorable, la descente. Et contrairement à Ekimov, il ne tournait pas beaucoup les jambes. Laurent Brochard, les anciens vont bien dans le cyclisme français. Laurent Brochard, plein de punch cette année, on l'a vu dans le Critérium International, on l'a vu dans Paris-Camembert et son fameux mur des Champeaux avec ses pentes impressionnantes à 18%. On l'a vu plus récemment dans le Tour de Castille et Léon en Espagne. Un homme qui a fait beaucoup de bien à Vincent Lavenu chez AG2R Prévoyance. C'est ce que le directeur sportif dit et tous ses équipiers aussi. Ekimov, un très bon temps pour Vyacheslav Ekimov. Ils vont être costauds dans le contre-la-montre par équipe, ces maillots bleus. Ekimov sur la ligne. Il est 3e. Un peu plus de 8 secondes de Zubeldia. Il dispute son 13e Tour de France, Vyacheslav Ekimov. Et il prend place donc derrière Emar Zubeldia, l'Espagnol, derrière Peña, son coéquipier colombien de l'US Postal, Rich en 4e position et Nkapi en 5e. Rick Verbrugge au départ, l'un des rares Belges, l'un des 8 Belges au départ. Ancien spécialiste des prologues, Rick, il n'est pas très en forme en ce moment. Il avait remporté il y a 2 ans le prologue du Tour d'Italie à une moyenne effarante de plus de 58 km à l'heure. Vent dans le dos, tout plat. Un fort vent près de la mer. Mais il est tombé sur le Tour d'Italie et il s'est fait mal, il s'est déboîté l'épaule, mais c'était pas la bonne, hein, parce que d'habitude il y en a toujours une qui a une épaule folle et qui se déboîte tout le temps. Et... Ça c'est son gros souci quand il enfile le maillot de leader d'une équipe ou un maillot distinctif, il se déboîte l'épaule. Un des grands dangers pour lui aussi, c'est de prendre une valise avec la mauvaise épaule parce qu'elle sort cette épaule. Et il me racontait hier qu'en tombant au Tour d'Italie, il s'est déboîté la bonne en fait, celle qui se déboîte jamais. Donc là il était fort embarrassé. Vous connaissez ce visage, vous l'avez vu souvent sur le Tour de France. Jan Ullrich, vainqueur du Tour en 97, 4 fois 2e, qui revient. Il n'avait participé à aucune compétition pendant 14 mois. Une blessure puis une suspension. Il est revenu au circuit de la Sarthe début avril, où il a croisé Lance Armstrong pendant un peu plus d'une journée. Il dit, ce n'est pas cette année qu'il faut compter sur moi pour un duel avec Armstrong, mais... Il est revenu, il s'est sorti de ses démêlés avec son ancienne équipe Team Cost, ses problèmes financiers. La Bianchi lui a offert une nouvelle équipe, Bianchi qui a repris la plupart des coéquipiers de Jan Ullrich. Ullrich a remporté le Tour de Cologne, il en était absolument ravi. Il a fait le Tour de Suisse, le Tour de la Maine d'abord, puis le Tour de Suisse pour se préparer. Je ne vais pas dire tranquillement, mais en tout cas pour rechercher la forme. Et on souhaite qu'il soit bien sûr à son meilleur niveau, tout comme Christophe Moreau. On ne va pas dire que Christophe Moreau est un revenant, mais après son tour catastrophique de l'an passé, où il avait chuté à 4 reprises avant d'abandonner, on espère retrouver celui qui avait gagné le prologue il y a 2 ans à Dunkerque. C'était le premier maillot jaune du Tour de France et c'est le seul coureur de ces dernières années à remporter le prologue et à ne pas parler anglais. On a eu Boardman, on a eu Millard, on a eu Armstrong. Et entre eux, eh bien, il y avait Christophe Moreau, posture classique, la langue qui sort, est manifestement très motivé, il l'a dit, et ça se confirme. Il est parti fort là. On sent beaucoup de conviction dans son départ. Il faut partir vite de toute façon et essayer de terminer à fond. Il n'y a pas de secret dans le contre-la-montre et surtout dans un prologue.
Ça va se jouer à coup de centième peut-être entre les meilleurs, donc tout est bon. Faut pas partir en gardant des forces pour le final. On vous laisse l'entière responsabilité de vos dessins et de vos écrits, monsieur Bernard Chenez. Le masque de Richard Virenque, deuxième du championnat de France à Plumelec dimanche dernier. Il a oublié le tuba quand même. Dans sa course de prédilection, le Tour de France, il avait gagné l'an passé, on s'en souvient bien sûr, au sommet du Ventoux à l'issue d'une très longue échappée. Il avait su résister à Armstrong ainsi que Botcharov, et Botcharov avait été lâché. Le petit russe de Vincent Lavenu, lâché par Richard Virenque, qui avait cueilli une superbe victoire au sommet du Géant de Provence. Didier Rousse, dans les derniers hectomètres de ce prologue contre la montre initiale du Tour de France 2003, le champion de France. En deuxième position, à 3 secondes, Victor Hugo Peña de l'US Postal, tandis que ne battra pas Zubeldia. C'était sans doute pas son ambition aujourd'hui. Ça s'est de toute façon pour lui beaucoup mieux passé que l'année dernière où il avait chuté et crevé. Le classement des 5 premiers. Didier Rousse, il a encore toutes ses forces dans la bataille. Ce n'est pas vraiment un coureur qui se ménage. Didier Rousse, il aime le panache, il va jusqu'au bout de lui-même. 24e place à 16 secondes du surprenant Aymar Zubeldia. Ça fait mal là, Didier. Il a vraiment l'impression qu'il a de la peine à finir les 20 derniers mètres. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait fait une petite erreur de braquet peut-être. Hein. C'est vrai qu'il est un coureur puissant qui amène de grand, mais ne s'est-il pas laissé tromper par ce parcours qui semblait au départ facile et qui finalement est très dur en réalité. C'est très technique dans le départ parce qu'on doit rouler vite, mais surtout pas se mettre dans le rouge. Il faut en garder un peu pour bien relancer dans la descente et surtout pour bien finir les 2 derniers kilomètres de plat. Iban Mayo dans la dernière ligne droite. Il sera derrière son compatriote et coéquipier Zubeldia. Iban Mayo qui avait concurrencé Armstrong dans le Dauphiné, qui l'avait lâché dans le Galibier. Iban Mayo va faire quand même une belle performance. Il est 29e à 17 secondes alors que Thierry est avec Didier Rousse sur la ligne. Oui, qui au classement provisoire a laissé 16 secondes dans la bagarre, 24e temps provisoire. Un peu déçu, Didier? Non. Non, parce que c'est un prologue, ça reste un prologue quoi. Et j'avais de bonnes sensations. Maintenant, bon, ça se joue des fois à pas grand chose. On a vite fait de perdre 2-3 secondes. Maintenant, bon, non, je suis satisfait quand même. Parcours difficile, hein? Ouais, exigeant, ouais. Parce qu'il faut être présent tout le temps, il faut être en prise. Il n'y a pas un moment de récupération. Bon, c'est un petit peu une affaire de spécialiste, je pense aussi. De ligne droite, faut allier la vélocité et le braquet à la fois. Bon, c'est assez spécial quand même. Première sortie en bleu, blanc, rouge quand même. Première sortie, ouais. Mais bon, ça va quoi. On verra demain. Merci Didier. Un chrono important à mi-parcours, le meilleur temps provisoire établi par Jan Ullrich. Meilleur temps provisoire après 3 km de 100, cours de la Reine, avec 1 seconde d'avance sur Zubeldia. Jan Ullrich pour son retour dans le Tour de France. Vous le voyez, 1 seconde d'avance sur Zubeldia qui a pour l'instant le meilleur temps provisoire à l'issue des 6 km 500. Et Jörg Jaksch était à ce moment-là en 2e position. Richard Virenque, lui, est naturellement plus loin, mais ça veut dire qu'il n'est pas venu pour rien, Ullrich. Et ce sera intéressant de savoir comment il finit, hein, parce que la deuxième partie du parcours est toujours celle où les favoris font la différence. Laurent Brochard va faire un bon temps. Laurent Brochard qui avait terminé 6e l'an dernier du prologue à Luxembourg. 2e français derrière le dénommé Laurent Jalabert. 2e à 2 secondes d'Armstrong. Laurent Brochard, coureur plein de punch. Ses 35 ans ne lui pèsent pas. Un coureur sartois. Il est encouragé là, hein. Ça doit lui faire plaisir. Il se bat, hein, finit en danseuse. Très belle performance très de fort, Brochard. 12e position à 11 secondes d'Aymar Zubeldia. C'est le meilleur français pour l'instant. Alors que Christophe Moreau, son temps à mi-parcours, au contraire loin. 18 secondes de retard sur Ullrich et 151e pour l'instant de manière surprenante. Tyler Hamilton. Ouais, c'est très étonnant. Ouais, très étonnant. 18 secondes, ça va. 151e, je crois qu'il y a une erreur là, parce qu'il ne peut pas être 151e à 18 secondes. C'est étonnant, ouais. Je ne sais pas s'il faut se fier je pense pas, non, à ce classement. Ouais. 18 secondes en 3 km, c'est énorme. Ouais. On va vérifier évidemment si l'information est bonne, l'information qui nous est transmise en tout cas, qui signifierait pour l'instant une contre-performance de Christophe Moreau dans ce prologue, même si c'est vrai qu'il a été moins bon au bout ces derniers temps, ou un incident mécanique naturellement. Ce qui est plus probable, oui.
Ray Verbrugge, supermarché officiel du Tour de France, partenaire du maillot. l'homme de la loto. Attention l'épaule. Il faut pas trop tirer sur le guidon. Pour Verbrugge, ancien vainqueur du Critérium international notamment. Vainqueur d'étape sur le Tour aussi. 27e à plus de 50 de moyenne quand même. Hein. Et voici Jan Ullrich, alors on va regarder avec une attention, ouh là 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 là, toute particulière Jan Ullrich, vous voyez le chrono qui va certainement s'affoler. Va-t-il battre Emar Zubeldia? Sans doute, on le verra dans un instant. En tout cas, Jan Ullrich, manifestement, pour son retour sur le Tour de France, le coureur allemand, va frapper fort. Lui qui se disait libéré depuis la naissance mardi de sa fille, Sarah Maria, il va aller établir vraisemblablement le meilleur temps au bout de cette ligne droite. Jan Ullrich, une petite Sarah Maria qui est née mardi. Il avait fait l'impasse sur le championnat d'Allemagne précisément pour assister à la naissance de sa fille. On verra évidemment ce que vont faire tout à l'heure les autres concurrents. En tout cas, Ullrich revient fort dans ce Tour de France. Meilleur temps pour Jan Ullrich. Meilleur temps pour Jan Ullrich. J'ai l'impression que c'est exactement le temps de Zubeldia. 7 minutes 28 secondes 260 millièmes. 7 28 260 millièmes. Je crois que c'était exactement le temps qui avait été établi jusque-là par Emar Zubeldia. Alors, on a inventé la photo finish il y a déjà bien longtemps. Jean-Paul nous redira ça à quelle année précisément, il y a quelques temps, quand il y a un sprint. Mais là, bras de fer, il n'y a plus que ça pour les départager. 7 28 260. Alors le classement nous dit Zubeldia 1, Ullrich 2. J'avoue que pour l'instant j'en sais rien parce qu'il y a exactement le même temps. 7 je pense que minutes 28 secondes 260 pour l'instant le chrono millième. n'affiche que les centièmes, hein, puisqu'on voit ça. Il y a des zéros tout à fait à droite tout le temps. Il y a des zéros tout à fait à droite. Il y a peut-être des petits millièmes qui se baladent. Il faudra qu'il recherche on va aller à la pour pêche. les millièmes, mais c'est un calcul un peu plus long à faire. On va aller à la pêche. Quoi Alors, qu'il en soit, c'est une très très belle performance. Ullrich revient et il est costaud. et c'est bien pour ce Tour de France du centenaire. On dirait même que pour l'instant ça ne peut pas démarrer mieux. Bradley McGee, temps intermédiaire, côte au cours de l'arène à mi-parcours, exactement le même temps qu'Ullrich. On va avoir du suspense dans ce prologue du Tour de France, alors que nous découvrons David Millar. It's Miller Time, avait-il écrit sur des t-shirts préparés pour lui en l'an 2000 au Futuroscope. Départ du Tour de France lorsqu'il avait remporté ce qui était la première étape. Ça durait 16 km, c'est un peu plus long pour cet Écossais fantasque. Hein. Il est tellement enfermé dans sa bulle avant le contre-la-montre qu'il a demandé à son manager de le prévenir avec des cartons au départ. 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes. Effectivement, Moreau, 34 secondes. Ouais, il vient d'arriver, Christophe Moreau, 123e, 8 minutes et 3 secondes. Loin du meilleur temps de manière très très surprenante. Évidemment, si Thierry Adam peut avoir des infos, savoir s'il a eu un pépin mécanique ou un ennui. C'est pas normal en tout cas. Non, ça n'est pas normal pour un homme qui a souvent brillé dans les prologues et il avait gagné donc il y a 2 ans à Dunkerque. David Millar, c'était l'année précédente, en 2000, qu'il avait porté le maillot jaune, alors que Richard Virante en termine, bouche ouverte, langue pendante. Il doit pas beaucoup l'aimer Richard ce parcours, hein. Il n'est pas vraiment fait pour lui. Alors, il y a une côte qu'il a dû trouver pas assez longue au départ. Mais finalement il va faire dans les 8 minutes. À peu près le même temps que Christophe Moreau tout à l'heure, un peu mieux, 2 secondes de mieux que Moreau tout à l'heure. Et l'on retrouve maintenant un ancien coéquipier de Richard Virant aux côtés de Thierry Adam, c'est Laurent Brochard. Oui, meilleur français pour l'instant. Excellent prologue, Laurent. Apparemment, oui, d'après les places, mais bon, le mieux ça aurait été quand même d'être premier. C'est sûr que on était venu là faire quelque chose de bien. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, j'avais pas trop de références parce que bon, les résultats n'étaient pas forcément trop là. J'étais très bien parti sur ce prologue. Malheureusement, sur le plat, j'ai pas vraiment pu m'exprimer comme je le voulais, manquer de puissance. Et je crois que c'est ce qui fait la différence ici. Je crois qu'il faut être un très gros rouleur, savoir emmener le gros braquet, qui en ce moment pour moi est assez difficile. Merci Laurent. Laurent Brochard, pour l'instant le meilleur français de ce prologue, 13e à 11 secondes des leaders. Emar Zubeldia et Jan Ullrich qui ont pour l'instant le même temps, 7 minutes 28 secondes 26 centièmes. Santiago Botero, le Colombien aux yeux clairs, on aperçoit très vaguement ses bouclettes sous son casque, champion du monde du contre-la-montre. Santiago Botero qui est revenu sur le tour avec des chevelure beaucoup plus longue que l'an passé. Le meilleur temps à mi-parcours, cours de l'arène, pardon. David Millar avec 5 secondes d'avance sur Jan Ullrich. Il avait dit qu'il allait frapper fort alors que Bradley McGee est en train d'arriver. Bradley McGee, meilleur temps. Oui.
Meilleur temps pour Bradley McGee, l'Australien. Lui aussi, ce serait le rêve de mes rêves d'endosser le maillot jaune à Paris sur ce prologue. C'est pas encore fait, mais pour l'instant, il est meilleur temps provisoire. Il va falloir attendre évidemment David Millar, évidemment Tyler Hamilton, évidemment Lance Armstrong notamment. On parlait allemand tout à l'heure, on va parler espagnol. Et peut-être que finalement ce sera conforme à la logique évoquée avant ce prologue, à savoir qu'on parlera anglais ce soir. En tout cas que le maillot jaune parlera anglais ce soir. Joseba Bellocchi au départ. Monsieur Podium, 3 Tours de France, 3 podiums. Et on ne connaît pas. Pardon Bernard, Thierry Adam. Thierry. Oui, juste un mot pour vous dire que Bradley McGee s'est assis et s'est écroulé un instant, tellement il était épuisé. Et on va essayer de le prendre en interview bien sûr dans quelques secondes. Hein. Il a fini fort, hein. Il a repris 2 secondes dans la deuxième partie. À Ulrich, ce qui est quand même, il faut le faire. Il n'y a pas beaucoup qui soient capables de réaliser un tel final. Mais surtout qu'Ulrich a bien fini aussi. Oui. Donc c'est significatif. On va voir si est-ce que Millar est parti trop vite ou alors est-ce qu'il est vraiment au-dessus du lot. Lance Armstrong, il l'avait dit, il arbore aujourd'hui le maillot jaune, contrairement à ce qu'il avait fait l'an passé. Lui, le quadruple vainqueur du Tour. Face à son défi, une 5e victoire pour rejoindre les plus grands, pour rejoindre Anquetil, pour rejoindre Merckx, pour rejoindre Hinault et Indurain. Il a déjà gagné 2 prologues en 99 et l'an passé devant Laurent Jalabert à Luxembourg. Forcément toujours très motivé, avec en plus ce maillot jaune. Et il le fait pour l'histoire du Tour, pour le centenaire, avec les fameuses initiales HD, Henri Desgranges. Vous disiez Laurent et Bernard, les premiers mètres comptent beaucoup. Le visage, alors le visage d'Armstrong. Déterminé. Et sans surprise, bien sûr. Concentré et on va pas dire qu'il est un peu méchant. Hamilton, lui aussi, se bat. Hein. On l'avait vu en moins bonne condition dans le Dauphiné. Il expliquait l'autre jour dans sa conférence de presse qu'il avait été assez plutôt malheureux dans le Dauphiné. Il n'était pas très bien, qu'il s'était beaucoup entraîné et qu'il était un problème avec David Millar. David Millar a un problème. Oh là 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 là. Quel dommage, la catastrophe, un problème de dérailleur. Il avait de loin le meilleur temps à mi-parcours, David Millar. Et comme il relance. Étonnant comme il relance. Il est parti depuis 6 minutes et 50 secondes, Millar. Il lui reste 36 secondes pour terminer, pour peut-être dominer Bradley McGee. Mais là, il a eu vraiment une déveine incroyable. Lui qui avait déjà chuté il y a 2 ans, c'était à Dunkerque, alors qu'il allait menacer Christophe Moreau. David Millar, s'il ne prend pas le maillot jaune, il va s'en vouloir peut-être toute sa vie. Un pépin mécanique au plus mauvais moment dans le Dauphiné. On l'a vu crever au moment où un maillot attaquait. Dans le col de la Ramasse, ça va être juste, peut-être qu'il va être devant quand même David Millar malgré cet incident mécanique. David Millar, l'Écossais, pour un défi incroyable, s'imposer dans ce prologue du Tour de France malgré son pépin mécanique de tout à l'heure. David Millar sur la ligne, est-ce que ça va suffire pour David Millar? Oui. Non. Wow. David Millar. Ça c'est rageant. N'a pas pu dominer Bradley McGee. Alors là, c'est vrai que les quelques centièmes ou dixièmes, il les a perdus. Manifestement, il était largement devant. Il perd 5 secondes sur un coup comme ça. Il tombe la chaîne, le temps de la remettre, le stress, repartir, relancer la machine. Vous vous rendez compte, s'il n'y arrive pas ça, il reste toujours à la même vitesse à 65 km/h, 60 km/h. David Millar, il était parti pour remporter ce prologue et il ne sera pas en jaune, il ne prendra pas ce maillot que porte Lance Armstrong ce soir. Quel pépin, Bernard, quel dommage. Il faut quand même attendre les temps d'Armstrong, Bottero pour savoir, mais il faudrait que si les Armstrong n'est pas battu par des coureurs qui font au moins qui font un peu moins de 7,22, il pourra mettre ça sur le compte de son pépin mécanique. Gilberto Simoni, le grimpeur qui c'est fou quand même, hein, Bernard, parce que un vrai 8 dixièmes d'écart entre McGee et David Millar. David Millar qui est avec Thierry Adam. Ouais, je suis coincé dans le vélo. David, attendez, je vais le chercher. C'est terrible pour David. 12 centièmes qui vient de me demander s'il avait le meilleur temps. Attendez, pardon, j'arrive. Il est deuxième, Thierry. David, deuxième, 12 centièmes. Je peux dire, c'est une grosse déception. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé, David, avec ton derrière? C'est pas le trailer, je suis tombé du plateau. Non, ça sautait, ça a déjà arrivé avec le corps. C'est un problème avec nos plateaux. Vous sentiez que c'était pas bon? Bah non, ça a sauté. Qu'est-ce que j'ai accéléré en sortant du virage et ça a sauté. Voilà. L'objectif, vous aviez mis une pression énorme. Oui. Ah, c'est terrible hein, pour lui, hein. Vous avez entendu, hein, c'est difficile. Hein.
Ah, c'est normal, hein. 800e, il est pour l'instant deuxième, derrière Bradley McGee, à 800e du coureur australien. Après ce pépin mécanique, ça forcément, la déception est énorme. Surtout un pépin mécanique comme ça, la chaîne qui saute du plateau, c'est... Ouais, ça peut être un nid c'est de rare. poule, un petit bout de pavé alors qu'il est tendanceuse et la chaîne saute. Ouais. C'est vrai que c'est rare. Hein. C'est rare. Il a fallu que ça tombe sur lui alors qu'il est en tête du prologue. Mais c'est un signe du destin pour McGee, ça. Il est bien parti pour endosser le maillot jaune. On va voir. En tout cas, on suit pour l'instant Lance Armstrong, l'arrivée de dossard numéro 1. Les favoris évidemment du Tour de France, vainqueur du Dauphiné libéré. Il arrive sur le Tour avec seulement 21 jours de course. Il a encore moins couru que d'habitude. Il l'avait fait l'an passé le Midi Libre et le Dauphiné, qu'il avait d'ailleurs remporté aussi bien pour le Midi Libre que pour le Dauphiné. Il n'y avait plus de Midi Libre. Thierry, vous êtes avec Bradley McGee. Il reste encore 4 coureurs Bradley, forcément c'est dur d'attendre, mais pour l'instant meilleur temps. Il regarde, regardez, c'est marrant. Hein. Thierry, une info oui. que vous pouvez donner à Bradley McGee. À mi-parcours Armstrong, 13e temps à 9 secondes de David Millar, ça veut dire donc à 4 secondes de Bradley McGee. Lance Armstrong à 4 secondes de vous au temps intermédiaire. Derrière, hein. Ouais, derrière vous. Hein. On va faire ça. Bon, vous avez fait un prologue absolument phénoménal. Hein. Ouais, juste... On a un bon encadrement, on a une bonne équipe, un bon esprit chez nous à FDJ.com. Et à mon avis, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est en cause de tout le monde là. Tout le monde travaille ensemble. Et on a fait un plan ensemble. Et voilà, j'ai terminé comme on a prévu. C'est quoi cette histoire de roue changée avec Sandy Cazard? Ouais, on a un roue pour tout le meilleur. On a gagné avec ces roues, peut-être ça donne la chance. On est FDJ.com pour leur tour, donc la chance ça donne beaucoup pour nous. Hein. Allez, maintenant on attend de savoir si vous allez être en jaune ce soir. Ce qui est votre rêve. Hein. Je n'ai même pas pensé si profond d'avoir. C'est un rêve, mais c'est un rêve de loin. Et là maintenant c'est très proche et c'est incroyable. Merci. En tout cas, il ne sera pas battu par Santiago Botero, le Colombien champion du monde du contre-la-montre. Botero 7e à 9 secondes de Bradley McGee. Bradley McGee, il va vivre encore dans l'angoisse pendant quelques minutes, puisque nous attendons 2 minutes encore. Ouais, l'arrivée de Bellocchi et puis celle de Lance Armstrong. Voici Armstrong, on rappelle son temps intermédiaire, 13e position à 9 secondes de Millar. Alors Millar avait beaucoup d'avance, il a fait 4 de retard sur McGee, tout est possible. Vous étiez en avance sur lui à Luxembourg l'année dernière au chrono intermédiaire, Laurent. Et le final était revenu. C'était pas le même final. C'était pas le même final, mais il est capable de boucher 4 secondes. C'est un coureur qui a une énorme capacité de progression. Bellocchi va prendre une bonne place aussi, sans menacer McGee. Mais parmi les favoris du Tour, il va réaliser une excellente performance. C'est pas Bellocchi derrière dernière ligne droite. Et pour Bradley McGee, l'Australien de la FDJ.com, l'Australien de Marc Madio, il ne restera plus que Lance Armstrong pour pouvoir le dominer. 7e position pour l'Espagnol. Il n'en reste plus qu'un sur la route, dans les rues, dans les avenues de Paris. Lance Armstrong, quadruple vainqueur du Tour, qui défend son maillot jaune. Il était en retard sur Bradley McGee à mi-parcours. Il avait 4 secondes de retard sur l'Australien qui a pour l'instant le meilleur temps provisoire. C'est fini. Lance Armstrong est parti depuis 7 minutes et 4 secondes. 5 secondes. Il ne pourra sans doute pas. Il reviendra pas. Non. Récupérer ce maillot. Dernier virage. Bradley McGee va se parer de jaune, l'Australien, dans quelques instants. Lance Armstrong, évidemment, donne son maximum dans la dernière ligne droite. Tendanceuse avec un drapeau américain juste devant sur la ligne. Casque bleu, maillot jaune. Lance Armstrong qui sera battu dans ce prologue du Tour de France. Il est 7e Armstrong. 7e position pour Lance Armstrong. 16e position, alors j'avoue que ça a bougé plusieurs fois. En tout cas, il est plus loin qu'on ne pouvait l'imaginer. McGee, premier maillot jaune de ce Tour de France 2003, l'Australien, c'est pas vraiment une surprise. Millar aurait pu gagner sans son incident. On parle anglais comme on l'avait dit, ce sont des spécialistes. Armstrong derrière, on va pas dire loin parce qu'il y a quelques secondes, mais peut-être se ressent-il encore un petit peu de sa chute du Dauphiné. On le saura en tout cas dans les jours qui viennent. Ça va donner en tout cas du suspense, on va en parler, c'est bien pour lancer le Tour. Il faut comparer Armstrong avec les favoris du Tour, avec les coureurs qui vont jouer le général. McGee et Millar, ce sont des coureurs qui étaient là pour jouer la gagne du prologue, pour prendre le maillot jaune.
7e à 7 secondes, hein, parce que le chrono s'est un peu emballé. On est passé 7e, 13e, 16e. Il est 7e à 7 secondes de ce prologue remporté donc par Bradley McGee devant David Millar à 800e. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, on se souvient de Raymond Poulidor, on l'évoquait avec Jean-Paul Olivier tout à l'heure. Il va mal dormir ce soir, David, je pense. Oui, c'était 8 dixièmes, là c'est 800e. Vous voyez, à 0, bah oui, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et Ulrich devant Armstrong. Et Jan Ullrich en 4e position. Des coéquipiers d'Armstrong devant leur leader, comme Peña et Hamilton, l'ancien coéquipier d'Armstrong, ancien coéquipier de Laurent Jalabert en 6e position. Et les favoris il y a des grands noms, hein. Oui, absolument. Il y a des grands noms dans ces 10 premiers. Et le premier français, Laurent Brochard, est 20e à 13 secondes. Statue de la Liberté sur la scène, alors que l'on revoit le départ de Bradley McGee, le rêve de ses rêves. Lui qui avait remporté le dernier chrono du Tour de Suisse, qui avait enchaîné Dauphiné et Tour de Suisse pour se préparer. Il avait fait 3e du prologue du Tour de Suisse et puis vainqueur du dernier contre-la-montre. Après avoir eu pas mal de pépins cette année, il était tombé notamment salement aux 4 jours de Dunkerque. De temps en temps, il faut avoir un peu de réussite et il l'a eu aujourd'hui. C'est Millar qui a eu la malchance vraiment. C'est incroyable la malchance de Millar. Parce que préparer un prologue comme ça et le perdre de cette façon, c'est quelque chose qui est vraiment rageant. Ça fait semaines et des semaines que Millar prépare ça. C'est un travail on va pas dire toute une vie, mais de toute une pré-saison qui est mise en l'air pour 800e déjà et pour un incident mécanique. Alors on va écouter justement Bradley McGee, le premier maillot jaune du Tour du Centenaire du Tour de France 2003 avec Jean-René Godard. Oui, effectivement, Christian, Bradley McGee qui vient d'arriver avec moi, qui cherche une boisson pour se désaltérer, mais qui va d'abord, je l'imagine, Brad, nous confier son immense bonheur, gagner le prologue du Tour de France. C'était un rêve que vous caressiez depuis plusieurs années. Oui, depuis que mon directeur sportif Marc Madiot m'a mené pour voir le Tour de France actuel. Je n'ai pas vu depuis toute ma carrière jusqu'il y a 4-5 ans. Et j'ai vu que ce course, c'est la plus grande chose que je peux faire dans ma vie, plus que les Jeux olympiques. Et j'ai pas le mot, hein, j'ai pas le mot, hein, c'est incroyable. Brad, vous êtes champion olympique, champion du monde de poursuite individuelle. Est-ce que cette carrière sur piste vous a servi compte tenu du parcours qu'il y avait aujourd'hui pour le prologue? À mon avis, oui. Ça roule très très vite. Il y a les virages. Il faut être bien sur le vélo. Il faut rouler avec un vélo comme c'est un autre bras, un autre jambe. Mais surtout ici au Tour de France, il faut bien contrôler les nerfs. Je suis très très anxieux. Et toute la journée, j'ai eu mon cœur, il était ici. Hein. Mais voilà, j'ai bien contrôlé. Bravo, félicitations. Le maillot jaune va partir en Australie. Bravo, Brad. Bradley McGee, premier maillot jaune de ce Tour de France 2003 après un superbe prologue. 800e d'avance sur David Millar, le Britannique. Emar Zubeldia, l'Espagnol, est à 2 secondes. Jan Ullrich, le revenant, également à 2 secondes. Victor Hugo Peña, le Colombien, à 6 secondes. Vient ensuite Tyler Hamilton à 6 secondes. Lance Armstrong, 7e à 7 secondes devant Bellocchi, Bottero et Ekimov. Voilà pour les 10 premiers. Leipheimer, l'un des autres ténors du Tour de France, est 12e. Le premier français, c'est Laurent Brochard, il est 20e. Simoni, 21e. Philippe Gaumont, 30e, si l'on parle des autres Français. Andy Flickinger, 32e. Jean-Patrick Nazon, 34e. Et Didier Rousse, le champion de France, en 35e position. On a vécu un très beau prologue à Paris, tout autour de la Tour Eiffel, disputé sur des chapeaux de roue. Ça promet pour demain. Ça promet une première étape animée avec la chasse aux bonifs dont parlait tout à l'heure Svartogradi, parce que les sprinteurs ne sont pas loin. Ah oui, demain, ça va être la chasse aux bonnies. Il y a une possibilité de reprendre le maillot ou demain ou après-demain. Et puis, je pense aussi que la performance d'Armstrong va donner un peu le moral à ses adversaires. Elle va les inciter. Bon, c'est peut-être qu'un petit passage à vide. Comment on peut perdre un prologue? Comment on peut... vous avez vu la joie de McGee? Eh bien, normalement, ça va être Millar qui a cette joie. Et pourtant, il faut penser à ce garçon, hein, parce qu'il a vraiment une peine intense ce soir. On imagine bien sa détresse. Ouais. On se met à sa place. Parce on connaît les sacrifices réalisés par Millar pour faire du prologue un objectif réalisable. Il a prouvé qu'il était capable de le faire. Et le perdre comme ça à 500 mètres de l'arrivée sur un incident mécanique,
c'est quand même assez terrible. Bien sûr, le tour ne fait que commencer, il aura d'autres occasions, il est en forme, mais quand même, c'est dur. Zubeldia, il est troisième lui de ce prologue. Emer Zubeldia, surprise, le coureur espagnol d'Euskaltel. Troisième derrière Magui et Millard. Longtemps en tête du classement provisoire de ce prologue du Tour de France. Et en quatrième position, Jan Ullrich, le revenant, retour au Tour de France. Excellent pour le coureur allemand. Maillot jaune donc pour Magui. On a vu les 4 premiers, Magui, Millard, Zubeldia, Ullrich. Peña ensuite, puis Tyler Hamilton et Lance Armstrong. Joseba Bellocchi, le dauphin d'Armstrong l'an passé, est encore une fois juste derrière lui. Puis Santiago Botero, Armstrong, Bellocchi, Botero, ça fait 1, 2, 4 du Tour 2002. Ekimov en 10e position. On a vécu autour de la Tour Eiffel un très beau prologue du Tour de France du centenaire. Sans nul doute, il y aura une très belle étape demain avec des festivités, et effectivement des festivités. Le départ du Stade de France dans un premier temps sur le parvis du Stade de France à Saint-Denis, et puis ensuite on ira jusqu'à Montgeron pour là le départ réel de la première étape du Tour de France, comme le 1er juillet 1903 à 15h16 précise. 60 glorieux était parti. Merci Bernard, merci Laurent. Les marches du Tour tout de suite avec Jean-René Godard, et puis à demain bien sûr pour l'étape du Tour de France, la première étape qui nous mènera jusqu'à Meaux. À demain, tout de suite les marches. Le direct avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Rendez-vous pour un moment plein de vie et d'énergie sur France 2 avec Chamois d'Or. Allez, on se dépêche! Ce soir, Olivier Mine et Sarah Lelouch mettent Djibril Cissé, Leslie et leur équipe à rude épreuve. C'est parti! Oh là là, ça c'est dangereux. Attendez, je suis coincé. Mais là, ça passe pas. Allez, Djibril, allez! Faut répéter une dernière fois? Ah non, c'est trop tard, c'est trop tard. On a une petite surprise pour vous. Je vous en dis pas plus. Une surprise façon Fort Boyard. 2 jours comme de nuit, plus de répit pour les héros du Fort Boyard. Ce soir, sur France 2. Un siècle d'exploits, un siècle d'émotions. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Les marches du Tour avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Les marches du Tour, nouveau rendez-vous que nous vous proposons quotidiennement sur France Télévisions. Rendez-vous qui va vous permettre chaque jour de retrouver le vainqueur de l'étape, le maillot jaune, les coureurs en fait qui se sont distingués durant cette journée et d'entendre bien sûr leurs commentaires. Nous sommes à Paris pour le prologue. La victoire, vous le savez, revient bien sûr à l'Australien Bradley McGee et c'est lui qui va être ce soir la vedette de ce premier podium du Tour de France 2003. Paris, la Tour Eiffel qui accueillait tout à l'heure le départ de ce prologue. La scène et cette musique que vous connaissez bien. Musique qui marque le début de la cérémonie protocolaire. Voici le podium et l'homme du jour, c'est bien sûr lui, l'Australien Bradley McGee, venu en France rejoindre Marc Madiot dans le département de la Mayenne. Bradley McGee qui s'était même, au début de son séjour en France, installé chez Marc Madiot. Il est reparti en Australie pour devenir champion olympique, puis champion du monde de poursuite. Et aujourd'hui, en poursuiteur, il a donc remporté ce prologue de 6 km 500, disputé dans de bonnes conditions météo, sur un parcours, vous l'avez vu,
qui était sec. Il n'y a pas eu de pluie, pas eu de gouttes de pluie. Voilà Bradley McGee, premier vainqueur récompensé sur ce Tour 2003. Il est félicité par monsieur Delanoë, le maire de Paris. À côté, vous l'avez vu, il y a bien sûr Bernard Hinault et puis Jean-Pierre Petit, le directeur général de Nike, Axel Carré, qui est responsable du partenariat Nestlé, et il y a également sur le podium monsieur Pasqua, le président du Conseil général des Hauts-de-Seine. On revoit au ralenti le final de Brad McGee. Les derniers efforts. Vous avez vu la manière, tel un pistard dont il se jette sur la ligne, les bras tendus, Brad McGee. C'est un geste qu'il a répété des dizaines, des centaines de fois en s'entraînant pour la piste, que ce soit pour la poursuite individuelle ou pour la poursuite par équipe, avec ses camarades de l'équipe d'Australie. Et Brad McGee a gagné le prologue. Il devient donc également le premier maillot jaune de ce Tour de France 2003. Il offre à l'équipe française, FDJ.com, une des 6 équipes françaises présentes sur le Tour, le premier maillot jaune du Tour. BMG, vous l'avez vu, ce dessin signé Chalez. On le sait, il y aura sur le maillot jaune cette année les initiales de Henri Desgranges, HD. On les voit d'ailleurs, on les distingue sur le premier maillot jaune de l'année porté par Brad McGee. C'est un très très beau leader, un excellent coureur que Brad McGee, qui avait l'an dernier, on s'en souvient, remporté une étape, une très belle étape. On voit ici Brad McGee et David Millar. David Millar, l'Écossais de la formation Cofidis, qui a connu un problème mécanique, en l'occurrence un saut de chaîne. Il a replacé lui-même cette chaîne, mais bien évidemment, cela lui a fait perdre du temps, alors que David Millar avait le meilleur temps intermédiaire. Toujours Paris, ces images aériennes que nous propose Jean-Maurice Sogg. La capitale qui accueille le prologue aujourd'hui. Demain, le départ de la première étape. Le départ fictif aura lieu au Stade de France. Il y aura ensuite une zone neutralisée conduisant les coureurs du Stade de France à Montgeron. Et c'est devant le réveil matin que sera donné le départ effectif de la première étape. Bradley McGee reçoit son 3e maillot de la journée, le maillot vert du classement par points. Tout cela sous les yeux de Marc Madiot et le regard de Claude Aymar. Et oui, forcément, un directeur sportif heureux, Marc Madiot. Victoire d'étape, maillot jaune. Oh, c'était inespéré ou pas, Marc? Non, non, c'était très espéré par l'équipe. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de s'approcher de ce maillot. C'est la première fois dans l'histoire de l'équipe qu'on a le maillot jaune aussi. Donc pour nous, c'est un grand moment. Bon, je sais que David Millar n'a pas eu beaucoup de chance, mais nous non plus, puisque Brad a fini avec le pneu arrière crevé. Et oui, regardez le vélo de Bradley McGee, regardez, crevé. Il a crevé à 400-500 mètres de l'arrivée. Et il a quand même continué. Ouais, de toute façon, il n'y avait plus le choix. Et il a gagné. Il a gagné, ouais, mais bon, il y a des jours où le destin est avec, aujourd'hui il est avec nous. Bon, il va falloir défendre ce maillot maintenant, Marc. Merci. On l'a déjà, c'est déjà bien. Vous l'avez entendu, le bonheur pour... Regardez cette image, voilà l'image magnifique, je vous disais tout à l'heure, quand Brad McGee est arrivé d'Australie, où il habitait au début chez Marc Madiot, les deux hommes se retrouvent. Brad McGee, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, premier maillot jaune bien sûr de votre carrière, moment d'exception. Ouais, ça peut pas arriver dans un meilleur moment. Avec les centaines, on est à Paris. C'est parfait, hein, ça peut pas être mieux. Alors, tout à l'heure, quand on s'est vu, vous veniez de gagner, vous aviez encore le maillot FDJ.com. Maintenant, vous avez ce fameux maillot. Ça, c'est un rêve. Je sais bien que les sportifs disent souvent que c'est incroyable, c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. C'est comme je suis dans un autre monde. C'est incroyable.
Et ça sent très très bien. Vous allez essayer de le garder à partir de demain? Oui, on est FDJ.com, hein, c'est le rêve de rêve, garder le maillot le plus longtemps possible. Même, je pense qu'on peut bien monter notre épreuve au contre-la-montre par équipe avec ce maillot-là, donc on verra. Hein. Merci Brad McGee, nous allons tous les deux dire au revoir aux téléspectateurs qui ont suivi ce prologue sur France 2 et dans quelques instants ils vont bien sûr retrouver Gérard Rolls et le Vélo Club. Merci et bravo Brad. Les marches du Tour, avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez et respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Le nouveau rendez-vous de 19h sur France 2, c'est fou rire, bagou et culture générale. Alors on joue pour pouvoir prendre de l'avance. Il va falloir y aller, Daniela, là. Hein. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne équipe ce soir? Non, mais je ne l'ai pas choisi, hein, on me l'a donné. Axel. Fais gaffe à toi. Catégorie humour. Grand moment dans cette émission. Le Trivial Poursuite comme à la maison, mais en mieux, avec Frédéric Joly et Frédéric Gersal et des invités triés sur le volet. Dès lundi et pendant tout l'été. Pour les 100 ans de la Grande Boucle, coureurs et supporters plébiscitent Cochonou. Avec Cochonou, savourez la tradition du Tour. Tout en douceur. Lâchez-vous, Miko. Avec Renault New Deal, votre Twingo ne coûte que 99 € par mois. France Inter présente Norah Jones, la voix qui a conquis le monde. Norah Jones, tombée sous le charme de son album Come Away With Me, également disponible en édition limitée, inclus 4 titres inédits. Adhérez. À chaque virage, à chaque instant. C'est notre engagement chez Michelin. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Et pour des performances optimales sur sol mouillé, nouveau Michelin Énergie. Quintet Plus Spot, un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple. Pas besoin de sélectionner vos chevaux, Parier Spot le fait pour vous. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. PMU, PMU, PMU. À vélo ou en moto, on est exposé aux mêmes risques. Alors pourquoi ne pas porter un casque aussi à vélo? À vélo, le casque, c'est pas obligatoire, c'est juste indispensable. Ah, c'est toi! Entre! Comment tu trouves? C'est des planches stratifiées. Stratifiées? Oh, magnifique! Oh, quelle chaleur! Et la pose est parfaite. Alors toi aussi, tu trouves ça renversant? Les planches de stratifié Quick Step à rainure en V donnent vraiment la sensation d'un plancher massif. La structure de la surface, une exclusivité, fait ressortir le dessin du bois. Cela se voit, cela se sent. Quick Step avec Uniclick, le sol fabuleux. Ah, c'est inséparable, jamais l'un sans l'autre. Toujours par deux, comme le duo Soleil d'Atoll. Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaires à la vue. Sans exception, pour 100% des corrections. Hein? Atoll, les opticiens!
neige, c'est un plaisir qui tourne au cauchemar quand on a les dents sensibles. Avec Sensodyne, soyez rassurés. À chaque brossage, Sensodyne forme une barrière de protection qui renforce et soulage les dents sensibles. Jour après jour, Sensodyne soulage les dents sensibles. France 2 vous donne rendez-vous avec Candy électroménager. Chicken Rock. Ti piace? La vengeance des serpents à plumes avec Coluche, un film qui a la banane. Demain soir sur France 2. France 2 vous donne rendez-vous avec XS de Paco Rabanne. Tu sais qu'il faut qu'on fasse la bande-annonce. Allons-y. Tu es prêt? Je suis prêt. Donc, tu sais qu'à partir de cette semaine, l'émission passe à 22h50 après Fort Boyard. C'est un changement tout de suite après Fort Boyard, 22h50. Voilà. Tout le monde en parle. Voilà. Sur la une. Tu regardes? Bien sûr. Non? Pas sur la une, Laurent, sur la 2. Oui, c'est important de le souligner, c'est sur la 2. Bravo, Thierry. Un siècle d'exploits, un siècle d'émotions. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 2 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et Simons, matelas pour tous les amoureux du sommeil. Bonjour à tous, le Vélo Club numéro 1, samedi 5 juillet 2003, juste après l'étape, on aura rendez-vous tous les jours pour analyser avec les coureurs, en priorité avec les acteurs donc de ce Tour du centenaire, tout ce qui s'est passé pendant l'étape. Et aujourd'hui, Dieu sait s'il s'est passé un nombre de choses incroyables pendant cette étape, des rebondissements et puis surtout le bonheur absolu pour ce garçon de 27 ans, Bradley McGee. Il était déjà champion du monde, il avait déjà gagné une étape du Tour, mais ce soir, il se retrouve en jaune, le rêve absolu de sa vie. Il l'a dit il y a quelques secondes à Claude Aymar et à Jean-René Godard, et il va nous le repréciser dans quelques secondes également. Le principe, vous le savez, de Vélo Club, c'est que c'est une salle de projection en plein air sur un camion studio ambulant, et on va revoir sur les grands écrans ici tout ce qui s'est passé pendant ce prologue. Avec tout de suite Laurent Jalabert qui nous a rejoint, Renan Pinsec, oui, et l'homme le plus heureux du monde, Marc Madiot, qui est en train de répondre au téléphone. Je pense que les sollicitations, Marc, doivent commencer. Pardon Laurent. Marc, je disais sans doute l'un des plus grands bonheurs de votre vie, parce que pour la fdjeux.com, d'avoir le maillot jaune pour le prologue, ça vous deviez en rêver, et à Paris en plus. Moi j'en rêvais depuis quelques semaines parce que dans l'équipe, c'est notre 15e victoire aujourd'hui. Mais en tant que directeur sportif dans la voiture, je n'en avais remporté qu'une, moi. Une étape au Tour méditerranéen, et toutes les autres, c'était ou mon frère, ou Franck Pinault, ou Martial Gaillan qui les avait gagnés. Moi, je terminais toujours 2e, 3e ou placé. Donc, il commençait pas mal à me charrier. Mais dans ma petite tête, je m'étais dit, moi, je vais gagner. Mais j'aurais dit, je vais gagner un gros truc. Et Brad me l'a offert aujourd'hui, c'est fantastique. Mais on a eu beaucoup de réussite, puisque je sais que David Millard a eu des incidents techniques. Mais nous, on n'a pas été épargnés non plus, puisque Brad a crevé dans le dernier virage. Donc il a fini sur la jante, comme l'on dit, mais bon, le destin est avec nous aujourd'hui et je crois qu'il le mérite bien parce qu'il avait souvent fini 2e ou 3e de chrono à 1 seconde ou 2 secondes. Et bon, je chantais que le destin est avec nous aujourd'hui. Alors c'est d'autant plus énorme que vous y pensiez, et il y pensait lui depuis très très longtemps. Il avait dit il y a déjà 2 ans et demi, depuis des semaines, je ferme les portes de chez moi et je fais l'amour avec mon home trainer. Non, mais moi j'y pense depuis le jour où je l'ai appelé en Australie pour qu'il vienne nous rejoindre. Je savais que j'avais le coureur qui pouvait gagner un jour le prologue du Tour. Il avait fait le record du monde junior, qu'il a toujours en poursuite. Il a été 2 fois champion du monde chez les juniors et
je le connaissais pas encore, je l'avais jamais vu, mais je savais que c'était le coureur qu'il fallait que je recrute quand l'équipe allait se créer. C'est un peu votre chouchou hein, à la FDJ. Non, Vous êtes allé à son mariage en j'ai Australie. 19 coureurs qui sont mes chouchous. J'aime Marc, tous mes coureurs. On revoit tout de suite avec Jean-René Godard tout ce qui s'est passé aujourd'hui, un montage concocté par Jean-Jacques Brouard. Effectivement. 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 J'ai Bradley McGee que l'on... Voilà Bradley McGee que l'on voit actuellement en action. Vous avez vu la dérivation à droite pour son directeur sportif. Et à ce moment précis, quand Bradley McGee en termine avec les 6 km 500, il a dû sentir, lui Bradley McGee, cette crevaison qui, malgré donc cet instant de dernière minute, lui permet quand même de remporter ce prologue. Et regardez bien le geste de Bradley McGee au moment où il franchit la ligne d'arrivée avec ses bras tendu à l'avant. Il s'agit véritablement du geste de poursuiteur qu'il est au plus haut niveau, puisqu'il a été, rappelons-le, champion olympique et champion du monde. David Millar défendait bien sûr les couleurs de l'équipe Cofidis. David Millar a déjà gagné le prologue dans le Tour de France et malheureusement, David Millar est victime, vous l'avez vu, d'un saut de chaîne. David Millar qui lui-même replace sa chaîne. Il faut préciser qu'à mi-parcours, David Millar avait le meilleur temps, 3 minutes 41 secondes. Bradley McGee, lui, 3 minutes 46. Donc à mi-parcours, Millar avait 5 secondes d'avance sur McGee. Et finalement, à l'arrivée, il échoue pour 8 centièmes de seconde. Un écart infime. Voici maintenant Lance Armstrong. Alors tout le monde s'interrogeait. Lance Armstrong va-t-il faire ce prologue à fond pour se rassurer lui-même dès le premier jour et rassurer tous ses équipiers? Eh bien finalement, Lance Armstrong a fait aujourd'hui un prologue que l'on qualifiera d'honnête, rien de plus. Lance Armstrong ne survolait pas aujourd'hui son effort. On le voit, il lutte là, Lance Armstrong, regardez ses bras, regardez son visage. Il se bat comme tous les autres, Lance Armstrong, le maillot jaune. Mais il est battu, il perd du temps, il est probable que dans 3 semaines à Paris, ces secondes n'auront plus la même importance. Mais aujourd'hui, pour Lance Armstrong, c'est incontestablement une défaite dans ce prologue du Tour de France. Alors, coureur de l'équipe AG2R, bien sûr, Astarloa qui va réussir un des meilleurs temps. Astarloa Brochard qui étaient les 2 hommes de Vincent Lavenu dans ce prologue disputé à Paris. Et Laurent Brochard va faire un temps très honorable puisqu'il réalise 8,29. Et je pense, Gérard, qu'il s'agit pour aujourd'hui de la dernière image de ce résumé du prologue. On voit apparaître le classement donc de ce prologue avec Bradley McGee, 2e Millar, 3e Zubeldia, 4e Jan Ullrich, intéressant. Jan Ullrich aujourd'hui 4e du prologue. Ensuite il y a Pena, Taylor Hamilton, Lance Armstrong qui est 7e à 7 secondes, 8e Bellocchi, 9e Bottero, le Colombien, et 10e Vincenslav Ekimov, le Russe, lui aussi ancien champion olympique et du monde de poursuite. Ce prologue de 6 km 500 aujourd'hui était véritablement fait pour ceux qui ont été élevés, Gérard, à l'école de la poursuite. Oui. Et de la piste. Et de la piste, bien sûr. Donc de la piste. Merci, merci Jean-René. Tous les jours, vous viendrez avec grand plaisir dans le Vélo Club, juste après les marches du Tour, donc cérémonie de podium, pour nous résumer tout ce qui s'est passé depuis la première minute jusqu'à la dernière. Merci Jean-René. Claude Aymar, vous êtes en direct à l'instant même avec monsieur le maire de Paris. On a eu une très belle fête aujourd'hui. Beaucoup de monde et un superbe prologue. À beaucoup de monde, un super prologue dans les rues de la capitale. Et ce n'est pas bien sûr Bertrand Danoué qui va s'en plaindre. Vous me disiez tout à l'heure, un événement sportif dans Paris, c'est magique. Mais les événements sportifs à Paris, c'est magique. Et puis vous avez vu qu'il y avait des images formidables autour de l'effort, de la beauté du sport. Il y avait la beauté de Paris et une foule qui montre que les Parisiens, eux aussi, descendent dans la rue quand il y a une formidable compétition sportive. À mon avis, ça veut dire que pour beaucoup d'événements, ça peut être comme ça. D'ailleurs, cet été, il y aura le Festival olympique de la jeunesse européenne et puis après, les championnats du monde d'athlétisme. Et oui, sur France Télévisions, bien sûr. Alors, côté sportif, vous avez suivi Lance Armstrong. Oui. J'ai suivi, c'était magnifique parce que bon, on voyait, j'étais avec Jean-Marie Leblanc dans la voiture juste derrière, quelques mètres derrière, on voyait l'effort, on voyait les muscles. Bon, et puis l'ensemble des images que j'ai pu voir grâce à France Télévisions montrent que déjà ce prologue met aux prises des grands champions. Les 2 premiers ont vraiment mené une course formidable et pourtant l'un et l'autre ont eu des pépins.
Donc ça veut dire qu'on devrait avoir un Tour de France exceptionnel, c'est normal pour un jeune centenaire. Merci beaucoup, on vous laisse, vous allez rencontrer Ettore Scola maintenant. Hein. Merci. Et évidemment, avec les Jeux de 2012 dont parle Bernard Chenet, qui lui aussi participera au Vélo Club tous les jours, si seulement nous avions les Jeux en 2012, ça serait tellement beau, tellement grand. Philippe Lafont, vous, votre rôle dans le Vélo Club, c'est de suivre une équipe ou un coureur depuis le début du matin jusqu'au soir. Et là, le bonheur pour nous, le malheur pour lui, a fait que vous avez suivi David Millar. Gérard, on a un conseiller avec nous qui est notre pilote qui s'appelle Pascal Chanteur. Il avait dit cette épreuve-là à Paris, ce prologue, c'est pour David Millar. Alors on a suivi David Millar depuis ce matin jusqu'à ce soir. Lui n'a pas eu de chance, mais la petite séquence vue de l'intérieur, c'est la première. On doit dire que c'est assez mouvementé. 11h30. David Millar arrive au pied de la Tour Eiffel. Il est venu reconnaître le parcours du prologue. Pas question de travailler les trajectoires, c'est impossible. Le circuit est fermé à la circulation, mais pas encore totalement sécurisé. Et c'est plutôt dangereux. Attention à ta tête. 12h, après 2 tours de circuit, retour à l'hôtel, l'Anglais ne court qu'à 19h10. David a déjà fait une première reconnaissance il y a 2 jours dans la circulation. Là ce matin il l'a fait avec moins de circulation mais beaucoup de dérangement. David m'a dit aussi il y a 2 jours, de toute façon il dit faut pas freiner. Donc pour lui ça veut dire que les trajectoires sont limpides. 18h20, David Millar est dans son monde. 20 minutes d'échauffement, le cœur doit monter 2 fois à 180 pulsations minutes. « 19h10, c'est parti. La suite, vue de l'intérieur dans la voiture du directeur sportif, Francis Andersel. 6 secondes d'avance sur Gaumont, 6 secondes. Allez David, allez. Super David, allez mon grand, allez. Allez, je veux. Allez, gagner, allez, on va gagner, allez. Allez David, allez. Allez, je donne, David, allez. Allez, 4 secondes d'avance sur tout le monde. 4 secondes de mieux, allez. Allez, David, allez. Allez, 4 secondes sur le meilleur temps, allez. Allez, je donne. Allez, David, allez. Allez, ça passe à bloc, là, ça passe à bloc. Allez. Allez, encore. Allez. Attends, on change de vélo. Allez David, allez. Je fais le meilleur temps. Deuxième temps. Alors ça s'est passé comment? Bravo. Putain de merde. Et les larmes de David Millar, qui était invité évidemment dans ce Vélo Club, Philippe Lafont, et qui n'a pas pu venir tellement il a craqué à la fin. Ça prouve que c'était sa journée probablement parce que il était devant. Et là, Pascal Chanteur, bravo pour le pronostic. Laurent Jalabert, c'est terrible ce qui est arrivé à David. De perdre un prologue sur un incident mécanique. Je crois que bon, la compétition est limpide, tu es battu par plus fort que toi. C'est normal. Quand ça se passe comme ça, je pense que c'est la sortie de la petite zone pavée après le virage. Il a eu un saut de chaîne. Il a bien réagi, il était encore lucide parce que remettre la chaîne avec la main à ce moment-là, il faut quand même encore avoir les idées claires. Et il a su réagir, repartir et finir sur les talons de McGee qui a lui aussi crevé. Donc voilà, aujourd'hui c'est un mano à mano entre les deux poursuiteurs, entre les deux spécialistes de ce genre d'effort. Malheureusement pour David, il a perdu pour rien du tout, quoi. 8 millièmes. Alors justement, Marc Madieu nous a fait venir le vélo de Bradley McGee, le vélo Lapierre, là, et on s'aperçoit que c'est vrai que c'est encore des boyaux, hein, Marc, que le boyau arrière est à plat. Il a terminé à plat, on l'a vu tout à l'heure avec Claude Aymar. D'après ce qu'il m'a dit, il a crevé dans le dernier virage. Il a fait toute la... Voilà. Mais bon, comme je disais tout à l'heure à vos confrères de la radio, aujourd'hui le destin est avec nous parce que bon, en principe quand on crève on gagne pas, et surtout sur un prologue aussi court, et on gagne avec 8 dixièmes d'avance. Donc je crois qu'on avait rendez-vous avec notre destin aujourd'hui, il était favorable. Alors pour l'avenir, tout de suite on va penser à l'avenir, le maillot vert ou le maillot jaune? Vous allez essayer de le garder longtemps? Vous êtes très pressé, nous pour l'instant on savoure
et on va savourer ce soir le maillot de Brad. Pour ce qui concerne l'étape de demain, j'ai ma petite idée sur la question, mais je vais d'abord en parler avec les coureurs, on verra ça tranquillement demain matin, parce que sur les courses à étapes, on fait le briefing le matin, pas le soir. Ça vous permettrait à Philippe Lafont d'aller vous voir, par exemple? Si vous voulez. Merci, merci Marc. Céline Giraud, vous êtes avec nous en direct et vous êtes avec un néophyte, quelqu'un qui commence son premier tour. Oui. Oui Gérard, je suis dans un des hôtels des coureurs. Je vous rappelle qu'il y a 11 coureurs qui le font ici pour la première fois. Et on est avec un de ces rookies. Je vous emmène, chambre 326, c'est là. Ça se passe ici, on va rentrer. Et il s'appelle Thomas Voeckler. Alors il est rigolo. Pourquoi? Parce qu'il est né en Alsace, à Schiltigheim. Il a grandi en Martinique et il habite à La Roche-sur-Yon. Alors il est dans la chambre normalement avec Sylvain Chavanel qui n'est pas encore arrivé. Mais là il y a Damien Nazon qui est avec lui, on va rentrer. Bonjour Thomas. Alors c'était comment? Grandiose en un mot, parce que c'est vrai que je suis pas habitué à une épreuve d'une telle importance. C'est pour cause, c'est ma première participation et c'est vrai que ça fait drôle de se retrouver dans le grand bain, quoi. Alors il a traversé 3 fois l'Atlantique, hein, Thomas. C'est assez incroyable parce qu'il a vécu en Martinique. Vous avez fait du vélo sur ces casse-pattes un petit peu là dans la région de la presqu'île de Caravelle. Ça vous a vraiment donné le punch, hein. Ouais, c'est vrai que bon, faut quand même être motivé pour faire du vélo sous les tropiques, quoi, ne serait-ce que par la météo ou bien le profil, mais bon, jusque là ça s'est pas trop mal passé, quoi. Et votre première sensation, vous avez vu le public, vous êtes habitué, vous avez gagné le Tour du Luxembourg, vous avez gagné une classique à la Loire-Atlantique. Là, vous vous retrouvez sur une course longue, donc on va regarder votre valise. Allez, je me permets, on la prend, on jette un petit coup d'œil dedans. Beaucoup de maillots, j'imagine que ça vous change tout ça, quoi. Ouais, c'est sûr que pour le Tour de France, tout le monde met les petits plats dans les grands, hein. Bon, nous, on a eu un pactage tout neuf, hein. Bon, il y a tout ce qu'il faut. On a plusieurs valises, parce que pour 3 semaines de course, il faut emmener la quantité, quoi. Et la montagne, ça vous fait un peu peur, vous êtes un coureur complet, mais l'Alpe d'Huez, pour vous, c'est mythique. Vous avez dit Indurain, c'est mon champion, ça m'a bercé mon enfance. Vous vous souvenez de Jalabert en 95, le 14 juillet, et là, vous, l'Alpe d'Huez, quand même, les jetons, la pétoche. Ouais, c'est sûr que chaque année, bon, il y a une arrivée là-bas, c'est assez traditionnel, et là, cette année, ça commence de bonne heure, la montagne, et dans une semaine, on y sera, donc on va essayer de s'y attaquer sans complexe, quoi. Merci Thomas, bon courage. Un tout petit mot avec Damien. Damien, lui, c'est son 7e Tour de France, pardon. Et aujourd'hui, une anecdote rigolote pour vous. Vous avez fait 7,44, enfin, Jean-René Bernaudot vous a fait super chrono et en fait, c'était votre frère, il s'est trompé. Ouais, c'était mon petit frère qui m'a mis quand même 20 secondes, quoi, mais c'est vrai que ça aurait été bien, ça a été moi, mais je crois que JP a fait un super prologue, 7,44, ouais, c'est dans ses temps, mais c'est vrai Jean-René était venu me féliciter, je dis non, je pense pas, Jean-René, il a dû avoir une erreur, et j'ai tout de suite pensé à JP, donc je suis content pour lui. Merci Céline. On viendra tous les jours, Gérard, voir un petit peu l'ambiance dans les équipes, on fera le tour, on vous racontera tout. En tout cas, on a trouvé là 2 très bons copains. Merci Céline, merci d'avoir été en direct avec nous comme ça. Et entre-temps, Bradley Maggie, je le disais tout à l'heure, il y a 2 hommes qui sont vraiment très heureux ce soir. Marc Madiot, son directeur sportif, et Bradley. Bradley, c'est incroyable quand on relit les déclarations que vous avez faites au cours de ces dernières années, là, ou de ces derniers mois. C'était à chaque fois, ma vie est un rêve, je rêve de gagner, de porter le maillot jaune. À chaque fois, le mot de rêve revenait. Le rêve est réalité ce soir. Ouais, c'est toujours comme je suis dans un rêve à ce moment. C'est comme je suis dans le nuage, je regarde de loin. Les visiteurs surpris. Vous imaginez que ce n'est pas un projet que je pouvais concevoir tranquillement chez moi en montrant quelques jolis dessins. Chaque semaine, je devais rencontrer une 50aine de bureaucrates qui contestaient le moindre détail. Pourquoi devons-nous dépenser de l'argent pour construire un espace qui ne sert à rien? Vous pouvez toujours l'appeler le vide, mais